Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la conférence en ligne proposée par votre régime de retraite complémentaire Agir Carco. Je suis Sandrine Lemoine, directrice au pilotage de l'action sociale chez Clésia et j'aurai le plaisir d'animer cette heure de visioconférence au nom de l'ensemble des groupes de protection sociale Agir Carco. Bien chez soi pour vieillir heureux est le thème de ce deuxième épisode de notre série Vieillir heureux. Vous pourrez voir le premier épisode qui portait sur le lien avec les plus jeunes en allant sur la chaîne YouTube de l'Agir Carco. N'hésitez pas à poser vos questions que je remonterai à nos intervenants dans ce salon, installé pour l'occasion dans l'espace Idées bien chez moi, situé au 12 rue Pirandello, dans le 13e arrondissement de Paris. Nous vous en proposerons une petite visite guidée. Chacun de nos invités nous donnera des pistes pour bien vivre à son domicile et le plus longtemps possible. Car c'est un souhait exprimé par plus de 85% des Français et quand ce domicile n'est plus adapté, il est possible de l'aménager avec le concours financier sous certaines conditions de MaPrimeAdapt'. C'est une nouvelle prestation ouverte depuis janvier 2024 et inspirée de MaPrimeRénov'. Ou alors, tout simplement de choisir un autre chez soi, l'essentiel étant de se sentir bien. Nous espérons pendant cette heure que vous donnez des idées ou susciter l'envie. Nos invités en plateau, bonjour Frédéric, bonjour Alexandre. En quelques mots, Frédéric, pouvez-vous nous rappeler aux internautes ce qu'est le régime Agir Carco ? Bonjour à toutes et à tous, merci. Alors effectivement, le régime Agir Carco, c'est le régime de retraite complémentaire de tous les salariés du privé. Ça concerne à peu près 95%, 97% de la population française. Deux chiffres, 14 millions de retraités et 55 millions de personnes salariées qui cotisent. C'est un régime qui est basé sur le principe de la solidarité intergénérationnelle. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les cotisations des salariés, aujourd'hui, payent les retraites, payent vos retraites aux personnes qui sont aujourd'hui retraitées. On a un régime qui est piloté par les partenaires sociaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des organisations patronales et des organisations de salariés qui organisent le métier de la retraite, c'est notre métier premier, et qui organisent aussi la mise en œuvre de services d'accompagnement et de prévention. Lorsque vous êtes retraité, lorsque vous êtes actif, lorsque vous êtes aidant, vous avez la possibilité d'avoir accès à des services d'accompagnement et de prévention, et ils sont à destination de ces trois populations. Alors, vous venez de le dire, effectivement, les Français souhaitent vieillir et rester chez eux le plus longtemps possible et nous l'espérons en santé. Nous sommes attentifs à ce besoin et nous essayons, au travers d'un certain nombre de services, d'y répondre au mieux. Alors, à la fois, nous proposons des services pour adapter votre logement, là où vous vivez, avec des offres complémentaires à des offres légales, c'est-à-dire, vous l'avez évoqué, MaPrimeAdapt', qui existe depuis janvier 2024, mais également nous proposons des politiques d'investissement habitat. Ça veut dire que l'on finance de nouvelles formes d'habitat qui émergent progressivement dans les territoires et on permet à ces nouvelles formes d'habitat de se développer et d'amener une autre forme de réponse, une autre forme d'habitat avec des services. On est vraiment convaincus au niveau du régime Agir Carco que pouvoir choisir son lieu de vie, c'est fondamental. C'est vraiment une nécessité pour vieillir en sécurité, pour vieillir en dignité et pour vieillir heureux. Donc vivre dans un lieu adapté, ça s'anticipe, on va le voir, il y a des solutions et lorsque ce lieu de vie n'est plus adapté, nous pouvons mettre en place un certain nombre de mesures d'accompagnement et vous proposer des solutions en fonction de votre âge, en fonction de votre niveau d'autonomie et en fonction également de votre situation financière. Voilà, notre objectif au niveau du régime Agir Carco, c'est vraiment d'accompagner les seniors dans leur choix de vie
et de leur offrir des possibilités d'achat qui soient à la fois accessibles et à la fois variées. Merci Frédéric. Alexandre, alors vous êtes fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza, ainsi que du mouvement du bonheur citoyen. Auteur d'une étude, Vieillir heureux, pour l'Agirc Arrco. Et l'année dernière, vous avez bâti un indice du même nom en interrogeant 1000 seniors de 45 ans et plus. En quoi l'habitat concourt-il au bonheur ? Alors c'est une belle question. Première réponse poétique pour se donner de l'énergie. Eh bien, Robert Misrahi, philosophe et poète, nous dit « La joie, c'est se déplacer avec son château intérieur ». Alors, en attendant d'avoir réussi à accomplir cette magie, peut-être une réponse plus pragmatique, d'après ce baromètre, le cadre de vie arrive en premier comme motif de satisfaction pour les gens dans leur existence, avec un chiffre de 7,3 sur 10. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est élevé. Parmi toutes les dimensions de la vie, c'est celle qui donne lieu au plus de satisfaction. Et si on essaie de le comprendre un petit peu, on a même 84% des personnes interrogées qui disent apprécier l'endroit où elles vivent. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et on voit que ce chiffre est de plus en plus important. De 45 à 80 ans, on apprécie de plus en plus. Et là, à 85 ans, une petite rechute en termes de satisfaction de vie. Donc, vigilance à préparer l'endroit où l'on vivra. Parmi les facteurs décisifs de cet habitat heureux, eh bien, on peut dire tout d'abord l'existence de services, des soins, des services publics, des commerces autour de soi, évidemment parce que ça a un impact sur la santé. On peut dire également, attention, y a-t-il des activités autour de moi, des services culturels, y a-t-il des lieux de rencontre? Et ça a un impact sur la socialisation, donc sur l'épanouissement et donc sur la santé. Et puis enfin, un autre facteur décisif finalement dans l'habitat, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des espaces naturels? La nature est profondément bonne pour nous. Est-ce qu'à proximité, je peux trouver un endroit où je suis en nature? Si on regarde à nouveau les chiffres sur cette diapositive, en fait, ce chiffre est un peu frappant. 9000 personnes âgées meurent chaque année d'accidents domestiques. Donc, pas de fatalité, on est ici pour se donner de l'énergie. Malgré tout, le maître mot, vous l'avez compris, de ce webinaire, c'est adaptation. Adaptation du logement. Que faire pour être sûr d'être bien chez soi ou de faire en sorte que son logement reste adapté? Un deuxième chiffre qu'on avait envie de partager avec vous et qui est marquant, issu de ce baromètre, 85%, on l'a cité tout à l'heure, mais j'insiste, des Français souhaitent finir leur vie à domicile, mais vous voyez en petit que seulement 26% d'entre eux y parviennent. Alors, qu'en tirer comme conclusion? Je vous laisse réfléchir. À nouveau, adapter son logement, mais peut-être être conscient de la diversité, de l'incroyable diversité des manières de vivre chez soi ou de vivre dans son domicile d'après. L'habitat intergénérationnel, on en a parlé dans le dernier webinaire, l'habitat coopératif, collaboratif, le béguinage, l'accueil familial, toutes ces manières de vivre, documentez-vous, regardez ce que l'on peut faire. Et puis ce qui est frappant, surtout, c'est les Français disent dans notre enquête que c'est lorsque le choix de domicile n'est pas subi qu'il rend heureux. C'est l'item le plus corrélé de notre indice de vieillir heureux en termes d'habitat. Donc, prenons la main pour savoir où nous allons vivre. Encore 2 chiffres à partager avec vous. Un senior sur 2 pense qu'il est possible d'être heureux en maison de retraite. Alors, on peut l'interpréter de manière, est-ce que c'est un bon chiffre ou pas? Moi, je dirais que finalement, les maisons de retraite ont besoin de se réinventer, y compris les EHPAD. Aujourd'hui, on parle d'habitat hybride. Ayons un petit peu de joie, réjouissons-nous en voyant que ces maisons de retraite se transforment. Certaines deviennent des musées, des lieux culturels, d'autres deviennent des maisons de retraite qui accueillent des crèches ou des jeunes. D'autres se disent, nous sommes des lieux mixtes et nous avons un lieu de vie pour des seniors et en même temps également un lieu de coworking. C'est surprenant. Certains parlent même de lieux lifestyle, des lieux mode de vie. Voilà, la maison de retraite se réinvente, on se réjouit. Et puis pour terminer, dernier chiffre qui, pour frapper nos esprits, 98 places en EHPAD aujourd'hui seraient libres pour 1000 personnes. Parmi les plus de 75 ans, qui nous rappellent quand même qu'il y a une forte disparité territoriale. Qu'est-ce qu'on déduit de ce chiffre? On en déduit qu'il est fondamental de s'informer pour savoir quelles sont les solutions à sa disposition sur son territoire. Et je terminerai en disant que 31% des seniors disent ne pas avoir suffisamment d'informations à leur disposition pour faire les bons choix en termes d'habitat et de lieu de vie. Je conclurai là-dessus en disant que
Ce webinaire, chers amis, il est pour vous, il est pour tous les seniors, afin de se documenter, de s'informer, de prendre un maximum d'informations et de joie en se disant « je vais trouver l'endroit où je serai bien parmi le panel des possibles ». Merci Frédéric, merci Alexandre. Donc pour se sentir bien chez soi le plus longtemps possible, le cadre de vie est primordial. Notre plateau de tournage est installé, comme je vous l'ai dit au début, dans l'espace ID bien chez moi, dans le 13e arrondissement de Paris. Vous y trouvez une multitude de trucs et astuces et d'innovations pour que votre domicile soit le plus ergonomique possible et adapté, notamment pour limiter le risque de chute, à l'origine de plus de 130 000 hospitalisations par an. Nous proposons donc une visite guidée de cet appartement témoin en vidéo. Visite express de l'espace ID bien chez moi à Agirc-Arcos, dans le 13e arrondissement de Paris. Un appartement témoin riche en ressources pour adapter son logement ou celui d'un proche afin d'y vieillir dans le salon par exemple, pour se sentir bien à la maison, à travers des technologies diverses et variées, des aspects ludiques également pour garder le lien social ou prévention santé, pouvoir être connecté au monde et accéder à différents services administratifs, de loisirs, depuis un ordinateur mais aussi depuis son écran de télévision, pouvoir continuer à lire, quels que soient les supports, penser à s'hydrater aussi, pouvoir continuer à partager des repas, malgré d'éventuelles difficultés à tenir des couverts, des tremblements, etc. Également pouvoir continuer à cuisiner le plus longtemps possible pour soi, mais aussi pour pouvoir recevoir des proches, de la famille, des amis, malgré d'éventuels, là aussi, tremblements. Avoir un lit approprié pour pouvoir moduler les positions et des éléments de sécurité à proximité. Adapter la salle de bain, sans nécessairement d'ailleurs faire une douche, puisqu'on peut, comme on le voit, ajouter des éléments à la baignoire. L'espace ID bien chez moi, c'est également des solutions pour se déplacer dans cet espace, mais aussi sortir de l'espace, aller vers l'environnement. Enfin, c'est un lieu ressource dans lequel on peut apprendre des choses, partager à travers des conférences ou des ateliers en présentiel, mais également diffusés pour être accessibles à distance par le public intéressé à travers la France. Bonjour à tous les deux. Merci Tristan de nous accueillir dans l'espace ID bien chez moi. Plein de trucs et astuces, comme on a pu le voir. Pourquoi avoir créé finalement cet appartement témoin? Qui peut le visiter? Comme cet appartement n'est ni à louer ni à vendre, il y a d'autres usages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sandrine. Donc cet appartement témoin est en fait le cœur d'un centre de ressources pour adapter son habitat par rapport à l'avancée en âge. Et il est accessible à la fois au public senior qui est concerné ou intéressé, mais aussi aux aidants et également aux professionnels, soit de l'habitat, soit du bien vieillir, pour découvrir alors, des adaptations telles qu'on a vues dans la vidéo, mais aussi des choses très basiques qui peuvent faciliter le quotidien, le rendre plus sécurisé, mais aussi plus confortable et aussi permettre de garder le plaisir du lien social, de la vie de tous les jours. Alors, on a vu énormément de choses. J'ai parlé notamment de la cuisine. Donc c'est vrai que si on a des problèmes pour tenir des objets, notamment les couverts pour manger, parce que c'est un plaisir de manger avec des proches ou des amis, il y a des tubes en fait qui sont très pratiques, qu'on peut adapter sur n'importe quel couvert si on ne veut pas acheter un matériel particulier. On peut aussi d'ailleurs le même tube l'utiliser pour des stylos. Voilà, ce qui permet pour ceux qui aiment encore écrire à la main, ou même dessiner. Voilà. Donc ça, c'est des choses vraiment basiques et qui ne coûtent rien. Et on verra plus tard, effectivement, des adaptations beaucoup plus importantes. Et puis, j'ai tenu aussi à valoriser un porte-jeu de cartes. Alors, dans ce sens-là, on ne voit pas mes cartes, mais voilà.
Parce que je pense que voilà, l'activité, on l'a vu dans la première conférence à Agir Carco sur le lien social, l'intergénérationnel, ben voilà, le jeu aussi, c'est un moyen d'entretenir du lien avec ses proches, avec ses voisins, avec ses amis, sa famille. Et donc voilà, il y a toute une série de jeux qui sont adaptés, soit pour tenir et ou pour rendre plus visibles les cartes. Et donc on peut vous proposer à la fois de tester et de découvrir les solutions, mais aussi d'accéder à tout un catalogue de ressources pour que vous puissiez choisir celle qui vous convienne le mieux. Et puis s'il y a besoin d'aide effectivement financière aussi pour certains aménagements et travaux, je pense que l'intervenant suivant pourra apporter des éclairages. On l'a vu, hein, Tristan, dans la vidéo, la cuisine, c'est fondamental parce que la cuisine, ça permet de garder le lien social et faciliter l'accès, tout simplement, à des objets qui sont mal situés. C'est très important et on l'avait souligné ensemble. Donc l'aménagement de la cuisine, l'aménagement de la salle de bain, et puis des trucs et astuces comme ça. C'est pas forcément des objets high-tech, mais franchement, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit ah bah oui, c'est vraiment astucieux. On n'aurait pas forcément pensé. Donc c'est vraiment intéressant. Et merci Tristan. Alors Jean-Philippe, vous êtes un expert en aménagement des logements, en particulier pour limiter le risque de chute. Quels travaux d'aménagement sont nécessaires pour limiter? Quel type de mobilier il faut prévoir? Faire des travaux, ça coûte cher. Quel type d'aide à l'aménagement existe? Et en quoi consiste MaPrimeAdapt, en vigueur depuis janvier 2024? Et quels professionnels sont en mesure de procéder à ce type d'aménagement? Bon, bonjour Sandrine, et puis bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, un petit peu pour faire le lien avec ce que disait Tristan, adapter son logement, ça peut partir de quelques dizaines d'euros à peine, jusqu'à évidemment des sommes beaucoup plus conséquentes quand il y a des travaux, par exemple de maçonnerie, de plomberie. J'aime bien souvent citer l'exemple d'un petit accessoire tout bête qui permet de notamment beaucoup limiter les chutes de nuit, l'automatisation de l'éclairage d'un couloir, alors pour s'aider à se réveiller, pas forcément pour y voir, parce que tout le monde connaît intuitivement chez soi. Ici, dans l'espace Il est bien chez moi, on montre une petite douille qui vaut une quinzaine d'euros avec détecteur de mouvement intégré. Donc c'est déjà avoir conscience que chez soi, il y a des endroits à améliorer. Si on rentre vraiment dans les travaux, je dirais, les plus souvent impératifs, ou la pièce où on s'aperçoit le plus rapidement de certaines limites, ce sera la salle de bain. Après-guerre, on a installé énormément de baignoires, puisque chacun a eu droit à sa salle de bain privative, pour baigner des millions d'enfants. Et aujourd'hui, ces baignoires deviennent un obstacle. On s'aperçoit qu'on a du mal à y rentrer, on s'aperçoit surtout qu'on a du mal à en sortir. Donc d'où le célèbre remplacement de baignoire par une douche. Vous avez ensuite, effectivement, profiter par exemple d'un pavillon nécessite de pouvoir aller dans les étages. Moi, j'accompagne beaucoup la mairie d'Amiens, où les Amiénoises sont des petites maisons avec des escaliers très raides. Il n'y a pas d'autre choix que d'envisager des montes-escaliers et ainsi de suite. Donc effectivement, là, on rentre dans une zone de travaux entre 5, 10, jusqu'à 20 000 euros, quand par exemple on parle d'ascenseur d'intérieur. Alors, effectivement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, je veux dire aujourd'hui, les chutes, c'est 130 000 hospitalisations, c'est encore 10 000 morts. Donc j'aime bien faire le parallèle avec la prévention routière, c'est à peu près les chiffres d'il y a 30 ans, où il y a eu énormément d'actions de prévention de fait. Et là aussi, la mère des batailles, c'est la prévention, et l'espace Il est bien chez moi est un lieu majeur à la fois de prévention théorique mais pratique, parce qu'on va pratiquer des vraies pièces. Et puis, donc du coup, prise en compte par l'État, enfin prise de conscience surtout, d'un coût, en plus de 2 milliards d'euros pour la sécurité sociale chaque année, donc d'accélérer effectivement l'adaptation des logements, et au bout de 2-3 ans, suite au plan anti-chute, de créer ce dispositif MaPrimeAdapt, dont la vocation en fait a été de regrouper beaucoup d'aides nationales, qui étaient assez diverses, avec des acteurs divers, donc des canaux d'entrée divers, pour avoir un seul et unique point d'entrée, qui est l'Agence nationale de l'habitat, à travers les réseaux, je dirais, de conseils, les espaces conseils France Rénov', donc qui administrent toutes les aides. Alors, on a créé MaPrimeAdapt en s'inspirant de MaPrimeRénov'. Chez nous, Saint-Gobain, ça fait des centaines d'années que quasiment on est dans la rénovation énergétique, donc on connaît bien le dispositif. On connaissait aussi bien ses écueils, et c'est ce qu'on fait. On fait beaucoup attention en ce moment à éviter les dérives qu'il peut y avoir. Donc, un seul point d'entrée.
On a souhaité que le dispositif soit absolument, je dirais, accompagné. Donc pour accompagner des populations, notamment peut-être les plus âgées, les moins agiles avec Internet, avec un assistant en maîtrise d'ouvrage. Donc ils auront un tiers de confiance financé par MaPrimeAdapt, je dirais, pour alors à la fois lister les besoins du logement, à travers un petit audit du logement qui va repérer peut-être effectivement la baignoire, mais peut-être le manque d'éclairage, peut-être l'escalier ou le jardin pas adapté, et qui va, je dirais, accompagner le particulier, alors à la fois sur le listing des travaux, sur les solutions à mettre en œuvre en priorité, sur le choix des entreprises. Donc il y a plusieurs niveaux d'accompagnement. On s'aperçoit que les usagers choisissent l'accompagnement complet, parfois avec intervention d'un ergothérapeute. Très important, par exemple, quand une personne a déclaré avoir fait une chute, une ou deux chutes dans les 6 mois précédents, par exemple, la demande d'aide. Donc voilà, donc en fait, on a souhaité, dans ce dispositif, vraiment entourer l'usager pour qu'il ne soit pas livré à lui-même, comme on a pu voir beaucoup de dérives en rénovation énergétique, avec soit des abus de faiblesse, et ça, c'est un des ateliers d'ailleurs qu'on donne à l'espace Il est bien chez moi sur la protection du consommateur. Alors les prises en charge sont conséquentes. Alors elles sont réservées aux usagers dits aux revenus très modestes ou modestes. Avec ça, on couvre quand même 60% des retraités. Pour les revenus dits très modestes, c'est 70% de prise en charge par l'État du coût des travaux. On prend un exemple, une salle de bain complète, ça oscille entre 8 et 10 000 euros. Donc si on dit 10 000 euros, l'État prendra à sa charge 7 000 euros, 70%. Pour les revenus modestes, 50%. Des aides cumulables avec des aides locales. Donc toujours, et ça c'est aussi le rôle de l'assistant maîtrise d'ouvrage, d'aller voir si la région, le conseil départemental, la ville abondent pour limiter le reste à charge. Cumulable peut-être aussi avec des aides des caisses de retraite complémentaires. Donc voilà. Constat après 4 mois de lancement, là où l'âge moyen des travaux avant qu'il y ait ces aides, qui sont des dispositifs pas financiers certes, mais incitatifs, à anticiper justement. Et l'enjeu de la prévention, c'est d'anticiper ce moment, de prendre un risque d'une première chute qui va accélérer le mauvais vieillissement. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup plus de seniors qui meurent en bonne santé que voilà, mais il faut vraiment qu'on anticipe au maximum. Et la première bonne nouvelle, au-delà des chiffres et des milliers de dossiers déjà déposés, c'est que l'âge moyen des travaux est passé, donc qui était à fin 2023 entre 80 et 84 ans, en 75 ans. Donc on s'aperçoit que le message passe, et c'est en lien aussi avec la première séquence, c'est-à-dire en fait les Français veulent vieillir chez eux, peuvent vieillir heureux, et ce dispositif finalement aide à accélérer, consolider, je dirais, tous les messages de prévention portés par les acteurs de la prévention, Agir Carco, je dirais, en première ligne, et ça aide à franchir le cap, tout simplement. Donc voilà, espérons que ça continue. On est parti pour 10-20 ans avec la transition démographique, et puis avec l'ANA et la filière Silver Economy, et les partenaires comme Agir Carco y contribuent, on est particulièrement vigilant au lancement du dispositif pour tout de suite corriger les dérives, de sorte que cet argent public, je dirais, soit efficace à 100%. Un accompagnement humain, en quelque sorte. Et c'est surtout un accompagnement humain. Et je redis et j'insiste, adapter son logement est un projet social. Et donc, effectivement, adapter son logement, c'est le vœu de tout le monde. Mais il ne faut pas hésiter, effectivement, pour faire le lien avec le premier sujet, à regarder quel peut être le parcours résidentiel senior, atelier qu'on donne demain à l'espace ID bien chez moi. Donc, pour faire le lien avec aujourd'hui. Bon, chez moi, peut-être ailleurs. Il y a 3 questions qui vous concernent. Donc, une question de Annie. Donc, je suis locataire. Est-ce que j'ai droit à des aides pour adapter ma douche ? Alors, oui, MaPrimeAdapt est ouvert aux locataires du parc privé, avec accord du propriétaire. Elle ne marche pas pour le parc social. Donc, si les locataires, on a des cas régulièrement, elles demandent l'accord du propriétaire, qui a 2 mois pour lui répondre. S'il ne répond pas, c'est validé comme une acceptation. Moi, je conseille toujours de le faire en recommandé avec accusé de réception, pour être tranquille. Et puis, s'il est d'accord, c'est elle qui va financer les travaux, c'est elle qui touchera les aides. Voilà. Donc, de plus en plus de propriétaires sont d'accord, parce qu'effectivement, ça valorise le logement. Aujourd'hui, les jeunes générations préfèrent des douches, le rythme de vie a changé, et ainsi de suite. Donc voilà, qu'elles n'hésitent pas à demander. Voilà. Question de Boris. Est-ce que l'espace est accessible uniquement si on est à Paris ? Effectivement, l'espace est à Paris.
En revanche, nous avons des partenariats avec différents espaces qui ressemblent et qui proposent des solutions équivalentes. Ça s'appelle réseautage, par exemple, si vous voulez découvrir d'autres appartements ou maisons témoins à travers la France. Et sinon, nous organisons de plus en plus des conférences et des ateliers à distance qui vous permettent aussi de découvrir les solutions proposées. Le programme de ces conférences est sur le site de l'Agirc Arco. D'accord. Question de Boris encore. Doit-on prendre rendez-vous pour venir à l'espace idée bien chez moi? Les heures d'ouverture sont indiquées sur le site également de l'Agirc Arco. C'est ouvert au public tous les jours, entre 9h et 17h, avec une pause sur le temps du déjeuner. Il n'y a pas de rendez-vous à prendre. En revanche, si vous voulez participer à des ateliers, notamment ici dans la partie salon pour découvrir des solutions, là, il faut respecter les horaires du programme. Est-ce qu'il y a un âge butoir pour MaPrimeAdapt? Alors oui, j'ai pas dit les conditions d'éligibilité. Donc MaPrimeAdapt est ouverte à toute personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie précoce de 0 à 70 ans. Et ensuite à toute personne âgée de 70 ans et plus sans condition de perte d'autonomie. C'est la grosse innovation qui permet de faire cette prévention. Donc en fait non, MaPrimeAdapt concerne tout le monde dans ces tranches d'âge-là, pas d'âge butoir. Une personne de 99 ans qui a envie d'installer un monte-escalier, ça m'est arrivé de croiser une centenaire un jour, peut très bien le faire bien sûr. Et question de José, où trouver les conseillers sur MaPrimeAdapt? Alors il faut s'adresser directement à l'espace conseil France Rénov qui va, je dirais, aujourd'hui donner la liste des assistants à maîtrise d'ouvrage agréés du département, puisque en fait tous ces professionnels sont agréés par l'ANA et la direction départementale des territoires. Donc le réflexe, espace conseil France Rénov. Merci Tristan et Jean-Philippe. Et donc, si le domicile n'est plus adapté ou les travaux à réaliser sont trop importants, se développent des habitats dits inclusifs pour contribuer à se sentir comme à la maison. Illustration avec ce reportage diffusé au JT de 13h de France 3, la maison partagée par les seniors de Cantaous. Lucien Capozzo et Laurent Péné apprennent à se connaître. Lucien a 90 ans, il vit ici depuis 4 mois. Laurent, lui, vient tout juste d'arriver. Ils sont 7 colocataires dans cette résidence pour seniors capable d'accueillir 8 pensionnaires installés dans une aile du couvent de Cantaous, au pied des Hautes-Pyrénées. Autour du bassin, les liens se tissent. On va chercher une épuisette, on les attrape. Je ne sais pas s'ils sont bons. Avec la passoire pour égoutter les pâtes. Ah oui, avec la passoire. On est peu nombreux. Et puis bon, je sais pas, le personnel est gentil. Et on n'a pas à se plaindre. Ici, on est bien, tout le monde est gentil, on s'entend bien. Chaque résident a son auxiliaire de vie référente. Elles sont 5 à se relayer pour une présence 24 heures sur 24. Pauline Ponce est une des premières locataires. Avant, elle vivait dans une famille d'accueil, mais ça ne s'est pas bien passé. Je n'avais pas de conversation avec personne. Et vous savez, à force, ça devient pénible. Alors j'ai décidé de m'en aller et puis on a trouvé ceci. On est un peu du même village en fait. Moi j'ai grandi dans son village et quand elle est arrivée, ça est passé de suite. Quoi. À l'intérieur, chacun son rythme. Dans l'espace commun, cuisine et salon partagés, ici ce sont les auxiliaires de vie qui s'occupent de tout. Courses, préparation du repas, aujourd'hui tout le monde participe. Après, il faudra qu'il y en ait un qui me mette la compote au fond de la pâte. Nous, on a un planning qui fait qu'on reste à peu près 6 heures avec eux. Donc, on a le temps de faire plein de choses, de partager. Donc, ça, c'est top, quoi. Autour de la table, l'ambiance est familiale. Il y en a qui ne parlent pas, mais il y en a qui parlent pour deux. Hein. Il y en a qui parlent pour deux. Ou quand ils ne parlent pas, c'est qu'ils ont. Et voilà, quand je ne parle pas, c'est que je suis malade. À côté de là où j'étais, c'est plus vivant ici. Les locataires sont autonomes et doivent être indépendants. À l'étage, chacun a son espace privatif, aménagé par ses soins. Alors que Lucien regagne sa chambre, surprise, sa petite fille et son arrière-petit-fils, qui vivent à quelques kilomètres, sont venus le visiter. C'est beau comme tout, hein. Comment vous vous sentez quand ils sont là? Ah ben, le cœur du bas.
Le grand-père est très ému, sa petite fille rassurée par le cadre. C'est pas une maison de retraite, mais on s'occupe d'eux. Donc voilà, ce qu'il ne pouvait pas faire au quotidien à la maison. Tu as été à l'école? C'est sa chambre, il peut fermer quand il veut, il fait ce qu'il veut. Il a sa propre salle de bain. Ça fait vraiment coloc. Moins cher qu'un EHPAD, Lucien et les autres payent environ 1 400 € par mois pour vivre ici. D'ici 50 ans, près de 30% de la population aura plus de 65 ans. Les structures, comme celle de Cantaous, risquent bien de se multiplier dans les années à venir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc l'accueil, la colocation et l'accueil familial illustrent de manière de construire un chez-soi en dehors de son domicile. Paul Alexis, comment est venue cette idée de cette famille? Où en êtes-vous du développement des maisons en colocation? Et quelle est votre ambition et à quel horizon? Alors tout d'abord, cette famille, tout d'abord merci de nous inviter pour vous présenter cette solution d'hébergement alternative. Donc cette famille, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est née dans l'Orne, à Argentan, d'une histoire personnelle, celle que j'ai vécue avec mon voisin qui s'est trouvé être en perte d'autonomie à un moment de sa vie. Et ses enfants sont venus me trouver en me disant « Est-ce que tu ne peux pas m'aider, nous aider à trouver une solution dans les alentours qui puisse correspondre à son niveau de dépendance, à son niveau de perte d'autonomie ?» Et puis évidemment, le réflexe qu'on a, ou qu'on avait en tout cas à l'époque, c'était d'aller en EHPAD. Donc on visite quelques EHPAD et on se rend compte que les personnes qui y vivent aujourd'hui sont peut-être un peu plus dépendants qu'avant. Et donc ce n'est pas le bon moment pour rentrer. Mais toutefois, il fallait trouver une solution. Et donc on a trouvé sur Internet, sur Le Bon Coin, d'ailleurs pour être tout à fait honnête, à l'époque ça se faisait beaucoup, une famille qui était une famille d'accueil et qui, donc de l'accueil familial, je pense que mon voisin en parlera mieux que moi. Et donc on s'est dit, tiens, mais une alternative qui existe, très intéressant, essayons de creuser. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de difficultés, que d'ailleurs mon voisin essaye aussi d'améliorer, ou en tout cas de pouvoir répondre à ces difficultés. Et nous on est parti sur un autre volet, qui est la colocation senior, en se disant finalement proposer à 8 personnes âgées ou en perte d'autonomie de vivre au sein d'une maison, accompagnés constamment, H24/7/7, par une équipe d'auxiliaires de vie qui va les accompagner dans les actes de la vie du quotidien pour continuer à ce qu'ils puissent vivre à leur rythme, donc en ayant vraiment cette ambition et cette volonté de liberté chevillée au corps. Et donc on a fait un premier test en Occitanie, dans le Tarn-et-Garonne, qui s'est avéré totalement concluant, qui a très bien fonctionné. Et donc comme ça, on a pu essaimer les maisons par le truchement de l'accompagnement des collectivités locales, des mairies, des départements qui se sont lancés avec nous. Et aujourd'hui, on a une petite 60aine d'implantations un peu partout en France. D'accord. Et la suite alors? Alors la suite, évidemment, c'est de pouvoir dupliquer ce qu'on a déjà réussi dans un certain nombre de départements. On est présent dans un peu plus de 38 départements aujourd'hui. C'est de pouvoir couvrir la France et notre ambition, c'est d'avoir un peu plus de 500 maisons d'ici 2028. Donc on a un partenaire qui est rentré pour nous aider qui s'appelle le Crédit Agricole, qui nous a vraiment soutenus et qui nous soutient. Donc différentes caisses régionales du Crédit Agricole qui sont rentrées pour nous soutenir au sein de cette famille. Et puis on a un accompagnement de longue durée que je tiens ici à souligner et à remercier, qui est celui de l'Agir Carco à travers différentes caisses comme Clésia, Malakoff, AG2R, Apicil et toutes celles qui ont pu nous accompagner et que je ne peux pas citer, mais en tout cas un accompagnement très fort depuis le début qui nous a permis d'identifier et de mieux connaître justement les besoins de ces personnes-là. Et puis on mène avec ces caisses de retraite, avec l'Agir Carco, de façon régulière des enquêtes qui nous permettent aussi d'augmenter, d'améliorer notre niveau de qualité, notre niveau d'engagement, et puis de proposer toujours la meilleure qualité auprès des personnes qui nous font confiance et font le choix de venir dans nos colocations chez cette famille. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité qui s'est opéré dans les 5 dernières années et comment vous avez pu le mesurer? Ah oui, c'est une excellente question. On a justement une offre de services complémentaire que l'on propose grâce à l'Agir Carco, qui est une plateforme d'orientation vers des solutions d'hébergement alternatives aux hébergements collectifs. Et on a pu voir sensiblement une modification dans les besoins des personnes qui nous appelaient, en tout cas dans les choix. C'est-à-dire qu'avant la crise du Covid et avant la crise des EHPAD, on pouvait faire sortir 3 axes très saillants. Tout d'abord, une solution qui soit assez peu onéreuse. Ensuite, une solution qui soit proche, donc la proximité, très important. Et puis le troisième point, c'était si vous avez quelque chose qui ne ressemble pas à l'EHPAD, ça m'intéresse. Et en fait, depuis la crise,
on s'est rendu compte que ces choix étaient conservés mais inversés. C'est-à-dire que d'abord, on nous appelait en disant surtout pas l'EHPAD. Ensuite, proche de chez moi, donc la notion de proximité reste une notion très importante. Et puis le troisième choix, et je trouve que c'est pas si mal, c'est finalement le critère du prix, puisque on se rend compte, en tout cas, on commence à sentir que les aidants, effectivement, sont assez, acceptent aujourd'hui de participer, les enfants, la famille, de participer un peu aux charges pour les plus âgés. Et donc finalement, le critère du coût est relégué à la troisième position. Alors, question de Paola, est-ce que les maisons de cette famille existent en région parisienne? Ou question de Monique, pardon. Excusez-moi, Monique. Merci Monique, c'est une bonne question. Alors, on va être tout à fait transparent, c'est l'objectif de ce webinaire. On a des difficultés sur les zones tendues parce que le prix de l'immobilier est très cher. Donc, on essaie de trouver des alternatives pour pouvoir se positionner sur les zones tendues. Par exemple, à Paris, en région parisienne, on a la chance de travailler avec la régie immobilière de la ville de Paris, la RIVP, qui est un bailleur social. Et on a aujourd'hui en expérimentation pour cette ville à Paris 2 appartements dans Paris même. Donc il y a des solutions. Pour ça, il faut qu'on se fasse accompagner par ces professionnels de l'immobilier que sont les bailleurs sociaux. Puis on a également des projets dans le 77 et dans le 94 qui vont émerger en 2025. Donc la réponse est oui. Et en étant tout à fait exhaustif, il faut qu'on puisse trouver des bons partenaires pour ça. Le prix pour ce type d'habitat? Alors le prix pour ce type d'habitat, c'est effectivement une très bonne question. Le reste à charge aujourd'hui varie entre 1 800 et 2 200 euros selon la solidarité des départements, c'est-à-dire le niveau d'APA qui peut être donné. Donc ça, c'est le reste à charge qui va tout comprendre, qui va comprendre un accompagnement H24 et 7 sur 7 avec effectivement la mise à disposition du logement, avec la nourriture, avec les animations, tout ce qui peut être impôts et taxes diverses. Tout est intégré dans le prix. Et après, il n'y a plus qu'à passer du bon temps avec les colocataires et à se créer de bons moments de vie. Comment s'appellent ces maisons en colocation? Question de Marie-Pierre. Alors, il y a tout un ensemble de nomenclatures qui peuvent exister. C'est habitat partagé, habitat inclusif, colocation senior. Nous, comme on est chez cette famille, on les appelle les maisons de cette famille et on accole le nom de la commune. Donc le plus simple est de taper, si on veut faire cette recherche, le nom de la maison, la ville ou le département, puis cette famille, et on arrive sur un ensemble de solutions qu'on propose. Merci. Alors Alexandre, Monseigneur s'est spécialisé dans l'accueil familial. En quoi cela consiste? Comment est née cette idée? Où en êtes-vous de votre développement? Et même question, quelle est votre ambition? À quel horizon? Et où et comment trouver un accueil familial? Alors en fait, l'accueil familial, c'est un dispositif qui existe depuis plus de 30 ans et qui permet à un professionnel agréé par le conseil départemental d'héberger et de prendre en charge à son domicile des personnes en perte d'autonomie. Et donc, Monseigneur, en fait, construit et gère des maisons d'accueil familial, plutôt dans la ruralité ou dans le monde périurbain. L'objectif est en fait de proposer des solutions de proximité dans des zones où il existe peu ou pas d'offres pour nos personnes âgées. Et donc depuis 5 ans maintenant, on travaille à développer des nouvelles maisons dans ces zones-là. Et en fait, dans chaque maison, il y a un professionnel accueillant qui habite avec sa famille, avec son conjoint, ses enfants. Et il accueille chez lui jusqu'à 3 personnes en perte d'autonomie. L'accueil familial, l'avantage que ça apporte, c'est cet accompagnement personnalisé. Un professionnel pour 3 personnes accueillies, ce qui permet vraiment d'accompagner de manière très spécifique chaque personne en fonction de ses besoins, mais aussi en fonction de ses envies. Et l'objectif chez Monseigneur, c'est de prendre en compte aussi ses envies, et notamment l'envie de ces personnes de maintenir du lien social. On sait que la vieillesse, la perte d'autonomie amène souvent un déracinement parce qu'on est obligé d'aller à plusieurs kilomètres de chez soi pour trouver un établissement. Là, l'idée, c'est de leur proposer une maison Monseigneur dans leur village, dans le village d'à côté, pour qu'ils puissent continuer à maintenir les liens sociaux qu'ils ont toujours eus, aller chez le même boulanger, aller chez le même coiffeur, avoir les mêmes amis, tout en ayant changé d'hébergement et en étant accompagnés dans cet hébergement. Alors juste, j'interromps parce qu'il y a une question de Mireille qui est intéressante. En Lozère, est-ce que ça existe, Monseigneur? Alors bientôt, aujourd'hui on est surtout en Auvergne-Rhône-Alpes. On a 6 maisons qui ont ouvert en 2023. Actuellement, on en a une trentaine qui sont en cours de construction et on va ouvrir la Lozère en 2025. Chaque hameau Monseigneur, parce qu'à chaque fois on construit sous forme de hameau de 3 maisons, il y a un vrai ancrage local qui est créé pour en fait créer une synergie avec toutes les personnes qui vont intervenir dans le hameau.
C'est-à-dire que quand on construit dans un village, la commune est partie prenante, parce que les personnes de la commune vont créer du lien aussi avec le hameau, et vice-versa, puisque c'est un peu la nouvelle place du village qu'on est en train de créer. Et donc ça prend un peu de temps de créer cet ancrage local. Mais effectivement, notre développement se poursuit en fait autour des régions, autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ici en fait 3 ans, on aura construit 300 hameaux, donc un peu plus de 900 maisons sur l'ensemble du territoire français. Et autre question, est-ce que l'aide au logement est accordée pour ce type d'accueil? Une question de Monique. Oui, l'aide au logement est mobilisable, puisqu'en fait c'est du logement social. Et comme c'est du logement social, ça ouvre droit à ces aides-là. Aujourd'hui, en fait, nos maisons en fait, sont du logement social, et pour le professionnel accueillant et pour la personne accueillie. Il faut comprendre que c'est un dispositif qui va venir englober et l'hébergement et la prise en charge. Et donc en termes de coûts, on va pouvoir mobiliser effectivement des aides au logement et puis des aides pour la prise en charge de la perte d'autonomie. Aujourd'hui, en termes de reste à charge, donc on est dans des zones rurales où l'immobilier est un peu moins cher, donc ce qui nous permet d'avoir des restes à charge un petit peu plus faibles que, comme le présentait Paul-Alexis, dans des zones où l'immobilier est un peu plus tendu. On est entre 1 600 et 1 800 euros de reste à charge, tout compris. La différence avec un EHPAD? Alors, en fait, je pense que Paul-Alexis sera d'accord avec moi, on a voulu prendre le contre-pied en se disant on a besoin de social avant du médical. Vieillir ne veut pas dire être dans un établissement avec des longs murs blancs, impersonnels. En fait, vieillir veut dire maintenir du lien social, mais être accompagné au quotidien. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, j'ai pas besoin qu'on fasse à ma place, j'ai juste besoin de quelqu'un à mes côtés qui puisse m'aider quand j'en ai besoin, mais surtout, je puisse continuer à vivre comme avant. Et en fait, aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles solutions qui émergent, cette famille, Monseigneur, il y a beaucoup de nouvelles solutions qui émergent, c'est d'être dans une logique de parcours de vie. C'est que la vieillesse, en fait, et le moment où on est en perte d'autonomie va être des moments qui vont durer encore plus longtemps qu'avant. Et donc, il faut qu'à chaque étape de ce parcours de vie, il y ait une solution adaptée. Ça va être une maison de cette famille un jour, ça va être une maison Monseigneur un autre jour, en fonction des besoins de la personne. En tout cas, merci à tous les deux. Et avant de parler d'un autre type de chez-soi, je vous propose de regarder quelques images extraites de la vidéo de l'inauguration du premier hameau d'accueil familial Monseigneur. Abriter, régénérer et cultiver. Tel est notre programme pour les prochaines années et c'est cela que nous nous attacherons à développer au cœur des territoires. C'est pour nous un grand plaisir que de vous accueillir aujourd'hui et vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de nos maisons d'accueil familial. Au sein des maisons Monseigneur, nous offrons un quotidien apaisé, joyeux et vivant dans l'environnement chaleureux et non stigmatisant d'une vraie maison familiale. Nous abritons des histoires de vie, nous régénérons des vocations auprès des soignants et un lien humain si cher aux habitants des petites villes et des villages. Par un retour à la terre, nous proposons aux habitants de cultiver le sol et d'en récolter les fruits. Bonjour Scarlett. Le régime Agir Carco agit dans les territoires et vous êtes chargée de coordonner son action. Pourquoi le régime s'intéresse-t-il à l'habitat et comment sélectionne-t-il les projets? En d'autres termes, quelle est la politique habitat de l'Agir Carco? Avez-vous identifié des freins au changement au domicile? Qu'est-ce que signifie finalement être bien chez soi? Bonjour à tous, bonjour Sandrine. On va peut-être commencer par être bien chez soi. En fait, je pense qu'il est vraiment naturel de penser déjà dans un premier temps à aménager le logement dans lequel on a nos habitudes, on a installé une routine depuis plusieurs années. Et on peut le faire notamment avec tous les dispositifs qui ont été présentés jusque-là. Mais pour un certain nombre d'entre nous, ce ne sera pas possible, on le sait. Et à un moment donné, quitter son domicile va devenir important, va devenir une nécessité.
Mais à la fois, ce n'est pas une fatalité. Et on l'a vu au travers de tous ces témoignages. Il y a aujourd'hui un panel de solutions d'habitat qui passe par la colocation, par l'habitat partagé, l'habitat inclusif. Et on peut aujourd'hui imaginer se réapproprier son chez-soi, en tout cas faire en sorte que un endroit qui n'était pas un endroit commun, connu, le devienne. Voilà. Et donc, quelle est cette politique habitat en fait que vous avez décrite? Sur quoi elle repose? Alors, notre politique habitat, elle s'appuie aussi sur notre capacité à entendre les besoins de nos aînés, sur la façon aussi dont on repère les manques et les besoins dans les territoires. Et elle est, pour l'Agirc Arrco, renouvelée depuis le 1er janvier 2023 et elle s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est le financement de la rénovation, de l'extension des établissements médico-sociaux pour garantir de meilleures conditions d'accueil et de vie de nos résidents. La seconde, c'est de contribuer au développement de toutes ces nouvelles formes d'habitat émergent, habitat inclusif, habitat partagé, de participer à leur rénovation. Et le troisième, c'est de participer à la création de lieux de vie pour les proches aidants et leurs familles. Et ce que vous appelez les zones blanches, en quoi ça consiste et quel est votre rôle? Pardon, j'aurais dû l'expliquer. Les zones blanches, ce sont les endroits en territoire où il n'y a pas suffisamment ou pas d'habitat collectif ou partagé. D'accord. Donc en fait, on le voit, tout dépend de notre capacité individuelle, notre liberté aussi de choisir comment et où nous souhaitons vieillir. Quand c'est un choix et pour diverses raisons, la résidence autonomie et l'EHPAD peuvent être des options et avec une grande convivialité. Il n'y a pas une seule solution d'habitat, mais des solutions pour répondre aux besoins et aux souhaits de chacun. Regardons cette vidéo de la résidence Le Sourire Champenois, près de Reims. Mon papa, donc, lui, est en résidence autonomie, il n'a aucun souci. Et par contre, ma maman a un début de maladie de démence, en fait. Donc, il ne pouvait plus du tout s'en occuper. Il fallait trouver une structure sécurisée, surtout pour maman, quoi, en fait. Et lui, comme il voulait être avec elle un maximum de temps, on a choisi le Sourire Champenois parce que tout y était, tout ce qu'on voulait en fait. Donc papa en autonomie au-dessus, maman en sécurisé en dessous. Il fait comme il veut, il va la voir comme il veut, ils mangent ensemble puisqu'il lui prépare ses repas, etc. Toutes les personnes âgées accueillies au sein du réseau Univie bénéficient d'un accompagnement en soins, d'une restauration de qualité et d'un panel d'activités adaptées à leurs besoins et leurs envies. On va aussi axer sur les thérapies non médicamenteuses. L'exemple le plus important, c'est l'espace Snozelen, qui est un espace de stimulation des 5 sens. Et puis évidemment, l'art-thérapie est un rendez-vous hebdomadaire incontournable et on en a bien d'autres. Moi, je n'ai pas le ressenti de l'intérieur. Et mon papa, à chaque fois, me dit « Oh, mais on est très bien, on mange très bien, les menus sont très variés. » Ici, c'est formidable. Personnel impeccable, un directeur formidable, on ne peut pas dire. Le bien-être de chacun de nos résidents passe par un accompagnement adapté et une écoute des aidants qui débutent avant même l'intégration au sein d'un établissement. Assistance au quotidien à la maison, soutien et répit des aidants, sortie et vie sociale, accompagnement à l'entrée en établissement. Mais j'aime que je suis sécurisée, déjà une chose. Ça va faire plus de 2 ans que je suis là. Je peux dire que je suis complètement autonome. Peut-être qu'un jour je n'y serai plus non plus. Mais enfin, j'aurai la possibilité de me faire mon ménage, puis de faire tout. Et que s'il m'arrive quoi que ce soit, il y a quand même toujours quelqu'un qui viendra pour m'aider. Donc ça, c'est important. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors vous dirigez la résidence Le Sourire Champenois et vous avez la cote, on le voit dans le reportage, à Besanne, à 5 minutes de Reims, un établissement du groupement Univie. Mais qu'est-ce que c'est Univie? Quel lien avec l'Agirc Arrco? Quel état d'esprit dans la résidence? Là, on a vu un aperçu. Et puis une question qui revient souvent, il y a combien de soignants par résident?
D'accord, alors Univie est un groupe associatif rattaché à l'Agirc et l'Arco et aux institutions de retraite complémentaires. On a un positionnement intermédiaire dans les maisons de retraite. Il y a à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, commerciaux, et nous, on est l'acteur associatif entre les deux. Notre cœur de métier, c'est de s'occuper des fragilités à travers soit le champ du handicap, soit le champ des personnes dans le secteur sanitaire, et puis et surtout, la grosse partie, c'est les personnes âgées, donc les seniors, avec plusieurs dispositifs qui existent. Ça couvre évidemment des résidences services seniors, des résidences autonomie, de l'EHPAD, de l'accueil de jour. C'est un groupe associatif qui emploie 5000 salariés sur 65 résidences uniquement en France. Pour répondre à votre question, combien de soignants, ça dépend. Ça dépend déjà du dispositif sur lequel on est et ça dépend aussi de la taille de la structure. Donc c'est compliqué de répondre à ça. Chez vous la moyenne, on est à peu près à 0,65 soignants par personnel, par résident. Pardon, je recommence. On est à 0,65 salariés pour un résident. Mais évidemment, en fait, on va avoir dans ces catégories des personnels différents qui vont intervenir, de jour comme de nuit, puisque là, pour le coup, on va couvrir toute la journée, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, de l'infirmier, de l'aide-soignant, du cuisinier, qui est un élément indispensable. Si vous n'avez pas de maillon, si vous n'avez pas de cuisinier dans la résidence, vous ne pouvez pas faire tourner et assurer 7 petits déjeuners, 7 déjeuners ou 7 dîners. Et la résidence, là, comporte combien de chambres, d'accueil? Alors moi, je suis une structure un peu particulière, hybride, où on a plusieurs particularités, mais plusieurs services. On prend en charge des personnes en accueil du jour qui viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. 10h, 17h repartent. On a la possibilité de prendre 28 personnes en résidence autonomie. C'est des personnes qui sont semi-autonomes, mais qui peuvent avoir des aides à domicile. On les soutient sur des interventions d'infirmiers libéraux, de kinés libéraux, de médecins. On leur propose des repas pour leur faciliter la vie. En fait, ils sont intéressés d'avoir un logement privatif et d'avoir des services qui leur sont proposés à moindre coût. Et puis, il y a 2 autres parties. Il y a évidemment une partie unité protégée pour des personnes qui ont des problèmes cognitifs et une partie plus traditionnelle d'EHPAD. Donc finalement, on est capable, et c'est une faculté, jamais une obligation, de prendre en charge des personnes tout au long de ces panels, au gré de l'évolution de leur état de santé. Ce qu'on voit dans ce reportage, c'est qu'on peut aussi se sentir bien dans un lieu de convivialité au sein d'un EHPAD, au sein d'une résidence autonomie. Et donc, les établissements du groupement Univie garantissent un certain niveau de prestations et de qualité d'accompagnement. Oui, tout à fait. La résidence autonomie, c'est un bon marqueur parce que c'est une formule qui reste très souple, à la fois dans le fonctionnement, mais aussi dans les formalités administratives, qui reste à portée de main. Et en termes de budget économique, ça reste modéré, accessible. Et puis, évidemment, ça va offrir un cadre sécurisant et tout un tas de prestations de services. Moi, pour caricaturer, mes résidents me disent en fait je suis capable de me faire un petit peu à manger, un petit déjeuner, d'organiser mes sorties, mais c'est tellement mieux si on m'aide et si on s'occupe pour moi d'organiser ça. Donc évidemment, ils ont la possibilité de le faire, mais il y a un confort à dire bon ben voilà, aujourd'hui je suis à un stade de ma vie où j'aime bien qu'on m'aide à les organiser, ou même carrément qu'on les organise pour moi. Et pour les proches aidants, c'est aussi un soutien d'avoir cette disposition qu'on voit dans le reportage également. Ils sont soulagés et sécurisés puisqu'effectivement, c'est adossé au bon côté d'être dans une structure, donc avec un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un système d'alerte et de soutien, et puis un attelage avec des passages infirmiers, des passages ménage, toilettes ou repas. Et surtout, à ce stade, en résidence autonomie, c'est souvent avec l'accord de leurs proches, enfin c'est le résident lui-même qui choisit. Donc finalement, ça les déculpabilise les enfants en disant bah, finalement, mon papa a pris le poids, la responsabilité de décider d'aller sur ce type de structure pour se sécuriser, pour aussi nous permettre, nous, de vivre mieux. Merci Bertrand. Merci à vous. Pour conclure, des solutions existent pour se sentir bien chez soi et vieillir heureux.
Notre régime de retraite Agir Carco y contribue. Nos élus locaux sont aussi des acteurs essentiels pour améliorer notre cadre de vie. Donc si certaines initiatives qui vous ont été présentées vous séduisent, n'hésitez pas à en parler. L'espace idée bien chez moi, cette famille, Monseigneur, la politique habitat de l'Agir Carco et les résidences de l'Univie. Nous espérons que ce webinaire a répondu à vos attentes en vous apportant des informations et idées pour aménager votre domicile ou explorer d'autres solutions. Vous pouvez consulter à tout moment les informations utiles de ce live direct sur la chaîne YouTube de l'Agir Carco. Merci de répondre à notre questionnaire de satisfaction qui nous aidera à nous améliorer. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Merci également à nos intervenants. Rendez-vous pour un prochain webinaire de la série Vieillir heureux sur le thème du lien affectif. Très bonne journée.